Bienvenue à tous, nous sommes le lundi 4 juillet, tout de suite les titres. Il faudra bientôt ralentir sur l'autoroute A15 dans la traversée de Cergy-Pontoise. La préfecture envisage d'abaisser la vitesse à 90 km/h. Le marché Saint-Christophe de Cergy va évoluer, c'est le troisième plus gros marché du Val d'Oise après Argenteuil et Sarcelles. Plus d'infos dans cette édition. Les fans du Tour de France ont rendez-vous à Mériel pour une expo inédite. Un collectionneur livre des objets uniques de la Grande Boucle. Depuis ce lundi, la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute A115 est désormais réduite à 90 km/h contre 110 km/h auparavant. Et la préfecture du Val d'Oise annonce maintenant vouloir appliquer la même mesure sur l'autoroute A15 dans la traversée de l'agglomération de Cergy-Pontoise dans les deux sens de circulation. Je vous propose d'écouter le préfet du Val d'Oise, il est au micro d'Angélique Boilet. L'objectif visé par ces mesures, c'est d'assurer une continuité au fond sur les traversées d'agglomération à cette vitesse de 90 km/h, à la fois pour diminuer le nombre et la gravité des accidents, pour diminuer le nombre des embouteillages, pour parler simplement, et pour diminuer la pollution et le bruit. Et sachez que le nombre de morts sur les routes du Val d'Oise est en diminution par rapport à l'an passé. 8 morts contre 17 depuis le 1er janvier, donc par rapport à la même période de l'an dernier. C'est l'un des marchés symboliques du Val d'Oise et même de l'Île-de-France. Le marché de Cergy-Saint-Christophe va être repensé. Son chiffre d'affaires est en baisse et la municipalité veut améliorer le confort des commerçants et riverains. Elle a donc choisi un nouveau délégataire après avoir mené une concertation sur plusieurs mois. Les précisions de Florian Philippe. Marché Cergy-Saint-Christophe. Le marché Saint-Christophe de Cergy va évoluer. Le troisième plus gros marché du Val d'Oise, après Argenteuil et Sarcelles, était l'un des grands chantiers du maire de la ville, Jean-Paul Jandon. On a demandé, nous, aux commerçants de faire une association, un syndicat, pour travailler avec la mairie et Mandon. Voilà. Nous, on est vraiment dans la concertation. Depuis plusieurs mois, la municipalité a choisi la concertation avec les commerçants et les habitants pour élaborer un nouveau cahier des charges et choisir un nouveau délégataire. C'est le groupe Mandon, spécialisé dans la gestion et l'organisation des marchés, qui a remporté l'appel d'offres. Objectif, rendre le marché toujours plus attractif. Le marché de Cergy, c'est le troisième ou le quatrième marché d'Île-de-France en termes d'attractivité. C'est-à-dire en termes de diversité, en termes de chiffre d'affaires, en termes de mètres linéaires du marché. Notre objectif, c'est de conserver évidemment, mais surtout de renforcer l'attractivité, puisque les marchés aujourd'hui connaissent un certain nombre de difficultés. Le temps déjà, qui n'est pas propice forcément. Et puis, il faut en renouveler un peu les méthodes. Et donc, nous considérons qu'on va en faire un marché dynamique et exemplaire. Le nouveau délégataire aura 3 principales missions confiées par la ville. Rendre le marché plus accessible, plus sécurisé et plus propre. La ville veut limiter les pollutions sonores et visuelles engendrées 2 fois par semaine par les 200 commerçants qui prennent place entre l'axe majeur et l'horloge de la gare, sans tout bouleverser non plus. Il n'y aura pas de bouleversement en profondeur. On va garder à peu près le même nombre de commerçants, ça va diminuer légèrement. On va réduire peut-être le mètre linéaire par commerçant pour permettre à tous les commerçants de pouvoir être présents. Et puis on va réintroduire quelques commerçants nouveaux pour améliorer la diversité. Mais pas de bouleversement et surtout une grande concertation. Un bilan des points à améliorer sera effectué avec les commerçants tous les 3 mois. Le nouveau délégataire s'occupera du marché à partir du 1er septembre. Les réaménagements auront progressivement lieu dans les mois qui suivent pour un marché pleinement opérationnel dans sa nouvelle formule au 1er janvier 2017. 12 ans après son passage dans le Vexin, le Tour de France revient dans le Val d'Oise pour sa dernière étape. Les fans de la Grande Boucle ont rendez-vous auparavant à Mériel pour une expo inédite. Un collectionneur livre des objets uniques à découvrir donc dans ce sujet signé Amina Tedjani. Figurines, casquettes de supporters ou encore maillots de grands coureurs vous attendent à l'espace rive gauche de Mériel. L'exposition On refait le tour à Mériel propose de découvrir le cyclisme et l'ambiance du Tour de France juste avant son passage dans le Val d'Oise. Cette exposition s'adresse à toutes les générations, aux enfants comme aux adultes, qui replongent avec plaisir dans leur enfance. Nous avons la visite ici
des écoles maternelles de la ville. Et les enfants, à 6 ans, 5 ans, 6 ans, ils sont déjà dans l'ère du numérique. Ils ne comprennent pas, ne réalisent pas que c'était nos jouets à nous, à cette époque-là. Et effectivement, les gens qui viennent, c'est la nostalgie qui l'emporte. Et là, tout ressort, tout ressort. Moi, le premier, l'applaudissement des coureurs, les maillots, on connaissait tout. Mais à cette époque-là, nous n'avions que ça. Cette exposition, on la doit à Claude Leroy, un passionné de vélo qui a prêté ces objets. Une infime partie de son trésor est exposée ici. Claude possède près de 300 pièces chez lui. Son amour pour le cyclisme a commencé quand il avait une dizaine d'années. Il veut aujourd'hui faire partager sa passion pour le cyclisme et le Tour de France. J'ai trouvé en fait mes premières pièces quand j'allais en colonie de vacances, donc à côté de Bordeaux, à Lormont plus exactement. Donc à la fin de la colonie de vacances, on avait toujours un petit peu d'argent de poche. Et j'ai utilisé en fait l'argent de poche que j'avais pour m'acheter des petits coureurs. C'était une façon de me faire un cadeau. Et ces petits coureurs-là, je les ai toujours. 12 ans après son passage dans le Vexin, le Tour de France traversera le Val d'Oise le 24 juillet sur 33 km avant de rejoindre la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées. Mais voici à son tour Bartali qui a gagné en champion ce magnifique Tour de France. Voilà, rendez-vous est pris donc. Ce journal est terminé, je vous en rappelle bien sûr le principal titre. Il faudra bientôt ralentir sur l'autoroute A15 dans la traversée de Cergy-Pontoise. La préfecture envisage en effet d'abaisser la vitesse à 90 km/h. Merci d'avoir suivi ce JT, à suivre la partie magazine. L'escalier est étroit, mais la montée en vaut la peine. 152 marches pour vous offrir une vue imprenable sur Paris et sa région. Nous sommes à Montmorency, dans le clocher de la collégiale Saint-Martin. Construite sur un éperon rocheux, cette église offre un panorama unique à 360 degrés sur toute la région. Ouvert à la visite depuis 1 an, le clocher ne peut accueillir qu'une dizaine de visiteurs à la fois. La visite se fait donc par audioguide. Les visiteurs sont accompagnés d'un casque et puis d'un petit lecteur MP3 comme ceci qui leur permet d'avoir un commentaire. Alors pourquoi une visite audio guidée? Tout simplement parce que le lieu ne se prête pas à une visite guidée ordinaire, c'est un lieu assez étroit et donc on a besoin de laisser les gens en autonomie aussi et puis c'est plutôt pas mal parce que ça permet un peu de laisser contempler cette magnifique vue. La construction de la collégiale actuelle commence en 1515. Sous Guillaume de Montmorency. Elle n'est à l'origine qu'une chapelle familiale destinée à être le lieu de sépulture de l'une des familles les plus riches du royaume de France, les Montmorency. Anne, le fils de Guillaume, achèvera la première partie des travaux de l'église. 14 vitraux datent de cette époque. Ils ont été posés sous la période de construction qui a été initiée par Guillaume de Montmorency, qui est représenté sur ces vitraux avec ses enfants, sa femme bien sûr, ses enfants et puis des cousins, alors soit du côté de sa femme, soit de son côté à lui. En tout cas, chaque donateur en fait est représenté après sur les vitraux qu'il a financés. La construction de la collégiale va s'étaler sur près de 500 ans. Elle ne sera véritablement achevée qu'en 1910, après l'édification du portail et du clocher. Pour l'occasion, un immense vitrail est créé pour la verrière. Il raconte un des épisodes de la bataille de Bouvines, gagnée en 1214 par le roi Philippe Auguste. Il est important ce vitrail pour la famille des Montmorency. Pourquoi? Parce qu'à cette bataille, Mathieu II de Montmorency, donc l'ancêtre d'Anne de Montmorency notamment, il s'est illustré par un fait militaire d'importance, puisqu'il va confisquer 12 bannières à l'ennemi pour les rapporter au roi Philippe Auguste. Donc c'était vraiment un proche du roi et il va vraiment s'illustrer par ce fait militaire. Et c'est ce qui va lui donner le droit de rajouter 12 alérions supplémentaires à son blason, au blason familial, donc qui va afficher cette gloire militaire.
La visite du clocher ne se fait que sur réservation à l'Office du tourisme de Montmorency. La visite est audio-guidée et vous coûtera seulement 2 €. Ces moutons sont les gardiens d'un endroit peu connu du public, le site gallo-romain des Vaux de la Selle. Nous sommes à Genainville, dans le Val d'Oise. Ces vestiges datent du 2e et du 3e siècle de notre ère. C'est le plus important site archéologique du département. Depuis 1941, il est classé monument historique et appartient à l'État. Le site de Genainville, donc actuellement c'est 5 hectares, avec un temple entouré de bassins et entouré d'un grand péribole, un théâtre, un demi-amphithéâtre, des bâtiments secondaires et des villas. On est à la fin du second siècle et dans les 2 premiers tiers du IIIe siècle, c'est la période la plus monumentale ici, mais aussi dans une grande partie de l'Empire romain. Du site original, il ne reste que des traces. À quoi pouvait ressembler Genainville à l'époque de sa splendeur? À peu près à ça. Un vaste théâtre pouvant accueillir près de 4000 personnes et un sanctuaire monumental dédié à 2 divinités, Mercure et Rose Merta. À côté du temple, des bassins antiques encore visibles aujourd'hui. L'eau derrière nous, c'est d'abord la nappe phréatique, donc quelque chose de naturel, mais également quelque chose de sacré. La preuve du sacré, c'est qu'on a un nymphée, c'est-à-dire un endroit qui accueille une nymphe, une divinité, et cette eau-là est forcément sacrée puisque c'est la demeure de la nymphe. À côté de cette eau sacrée, on a une eau profane, c'est-à-dire une eau dans laquelle les pratiquants vont pouvoir venir se plonger pour être guéris, pour être purifiés, etc. Et c'est dans le grand bassin que ça se passe. On sépare en général les deux. Plus de 4000 objets ont été mis à jour sur le site. Les plus belles pièces sont exposées au musée départemental de Guiry. On y retrouve des sculptures, des poteries, des objets du quotidien et même certaines des statues qui ornaient les bassins. Ici, il s'agit d'une nymphe qui, probablement, d'après l'archéologue chargé des opérations Didier Vermersch, devait être située au-dessus du bassin principal, donc au-dessus du nymphée, dans une sorte d'alcôve sous voûte. Ici, derrière moi, il s'agit d'un ensemble de déesses qui étaient à côté d'un second bassin, avec probablement une représentation de Rose Merta, qui est l'un des 2 dieux priés dans le temple juste à côté. Abandonné pour des raisons économiques et climatiques, le site de Genainville va tomber dans l'oubli et être démonté. Dès l'époque mérovingienne, on utilise les plus grosses pierres pour faire des sarcophages, les plus petites pour construire des maisons. Aujourd'hui, le site est protégé et fermé au grand public. Il n'est accessible qu'à certaines dates et lors des journées du patrimoine.